Pierre, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois tu t'es posé la question du sens de la vie? Alors, je pense que cette question, elle m'a traversé l'esprit peut-être, depuis le début de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, elle me traverse encore l'esprit. Je pense que le sens de la vie, c'est une question qu'on aborde quotidiennement, qu'on remet en question parfois, et qui nous poursuivra pour moi jusqu'à la fin de notre vie. Parce que le sens de la vie, c'est tellement large, il y a tellement de questionnements, parfois d'objectifs, qu'on ne peut pas la résumer en une seule situation, en une seule journée. Et même si l'évolution a commencé, par exemple, à l'âge de 15 ans, bah, elle se poursuit encore aujourd'hui. Le sens de la vie que j'ai eu, enfin que j'ai commencé à développer à l'âge de 15 ans n'est pas encore le même que celui que je développe aujourd'hui. Et justement, à l'âge de 15 ans, quelle était ta réflexion par rapport à cette vie de jeune homme? Eh bien, c'est l'adolescence, donc c'est une période assez trouble où il se passe pas mal de choses dans l'esprit d'un jeune homme. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'étais encore un adolescent comme tous les autres, en fait, avec le parcours enfin, scolaire un peu classique. Et puis, on commence à avoir une réflexion, on commence à avoir une sorte de philosophie de vie qui permet, en fait, de voir un peu plus large et voilà, de développer des connaissances sur certains sujets, et notamment la spiritualité à l'âge de 15 ans. Donc, dès l'âge de 15 ans, tu avais déjà le terme de spiritualité qui était présent ou simplement peut-être plus tard, hein, c'est venu peut-être plus tard au niveau du terme, ou c'est quelque chose qui t'a tout de suite parlé? Alors, ça m'a pas parlé dès le départ. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, à l'âge de 15 ans, donc j'étais un peu comme tout le monde. La spiritualité, je l'abordais vraiment pas. C'était un sujet peut-être tabou aussi à l'époque parce que c'était encore il y a plusieurs années. Mais il y a eu une sorte de choc émotionnel, qui m'a touché, où j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie, et notamment l'existence possible, de vie après la mort, ou en tout cas d'entités supérieures capables de, entre guillemets, nous pas nous surveiller, mais de voilà, de chapeauter notre vie. Et à ce moment-là, j'ai dit: «Si j'ai autant de souffrance à ce moment-là, ce n'est pas normal que vous existiez, parce que si vous existiez, alors il n'y aurait pas de malheur, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas tout ça». Donc c'était une question que je me posais beaucoup à ce moment-là, et j'ai mis tout ça de côté, toute cette notion de possibilité qu'il existe d'autres choses qui nous dépassent. Et au moment où j'ai mis tout ça de côté, j'ai eu un peu comme une sorte de coup de foudre dans le cerveau. Je ne sais pas comment je pourrais, donner comme définition, mais L'éclair, oui. ça j'ai eu un ouais, voilà, j'ai eu une sorte d'électrochoc. Et j'étais quelqu'un qui ne lisait pas beaucoup. C'est-à-dire que, les livres, je les finissais jamais, et je lisais à l'époque, en tout cas, des romans et très peu d'autres livres, culturels. Heu, Ce qui a totalement changé à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à développer bien sûr des lectures, dans tout ce qui était histoire, dans mes passions, mais la spiritualité est arrivée à ce moment-là, et en commençant à acheter petit à petit des livres, j'ai eu l'impression que la connaissance de ces livres était presque innée. C'était vraiment, des lectures qui, pour moi, me paraissaient totalement basiques, normales, et qui faisaient limite partie de mon chemin, alors que c'était pas mon domaine, en fait, à ce moment-là. Oui, c'était comme te regarder enfin, regarder dans un miroir, quoi, en fait, par rapport aux lectures, Mmh. et retrouver quelque chose que tu connaissais déjà, quoi. C'est ça l'idée un petit peu que tu me transmets. C'est ça, exactement. Alors que pourtant, c'était pas une période où j'étais dans la spiritualité. Et donc c'était très étrange de faire face à quelque chose qui te paraît très réel, qui est pour toi presque inné au niveau des connaissances, et pourtant tu ne l'as pas appris, tu ne l'as pas développé, auparavant. Tout à fait. Et quel genre de livre, si tu pouvais nous citer un ou deux auteurs qui t'ont marqué à ce moment-là? Oh, il y en a eu beaucoup parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment avec une petite collection de livres rouges, sur tous les sujets de spiritualité, et après j'ai commencé à partir sur des personnes un peu plus, voilà, reconnues aujourd'hui, comme, voilà, le docteur Raymond Moody. Après, il y a eu Patricia Daré pour tout ce qui est médiumnité.
Et il y a eu également le docteur Jean-Jacques Charbonnier aussi pour tout ce qui était EMI, NDI, enfin NDE, tout ça. Donc, ça a commencé vraiment dans un petit panel et j'ai développé mes lectures par la suite au fil des années où je finissais par avoir de nombreux livres dans tous les Après, on ne domaines. s'arrête plus, quoi, hein. Ah ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à m'arrêter. Ah, une fois que la porte est ouverte, je pense qu'une fois que la réflexion est engagée, on ouvre des portes, et il y a d'autres portes qui s'ouvrent, évidemment. C'est C'est jamais... ça. ouais. C'est un peu l'image, tu vois, d'un bocal à poissons, où tu as les petits poissons qui sont dans le bocal, qui connaissent leur décor, leur environnement, et qui voient un peu la limite du bocal où c'est flou. Ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas à y aller. Forcément, hein, il y a la limite de l'environnement aquatique. Mais nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les humains, on est un peu comme dans une sorte d'énorme bocal où on a notre propre réalité, notre propre monde avec notre environnement. On sait qu'il y a quelque chose, mais il nous faut une clé pour ouvrir un peu la porte et qui nous permet ensuite de découvrir qu'il existe une plénitude, enfin, d'immenses dimensions dans plein de domaines et qu'on est vraiment au tout début de ces découvertes, quoi. Exactement, ouais, je pense que c'est une exploration qu'on est vraiment débutant encore. Et ça, c'est déjà, je pense, une grande humilité d'en avoir conscience, hein, dans le cheminement. Une prise vraiment de recul par rapport à l'histoire humaine aussi. Tu parlais d'histoire. Et je pense que il y a quelque temps, on cherchait encore, au siècle dernier, on cherchait encore beaucoup les réponses existentielles dans les auteurs de l'Antiquité, dans les auteurs anciens, qui étaient revisités, redécouverts parfois, ou les auteurs de la Renaissance ou plus récents. Mais il Mm. y a eu vraiment, je pense, un événement. Tu parlais de docteur Raymond Moody, de gens comme Patricia Daré qui ont été médiatiques. C'est la technologie Internet, l'informatique évidemment, mais aussi les techniques de réanimation, donc tout ce qui en fait comporte des choses qui vont bouleverser la communication, qui vont bouleverser les liens entre les personnes, les liens d'échange. Euh, Mm. Toi, je pense que c'est vers ces auteurs-là que tu t'es dirigé, qui ont bouleversé finalement la donne aussi. Oui, alors il y a eu les lectures, hein, mais il y a aussi eu des conférences. J'ai assisté à pas mal d'interventions de personnes plus ou moins connues, de même des personnes lambda, hein, qui avaient une vie totalement normale et qui d'un coup déclenchent à 40 ans une capacité. Donc j'ai vraiment balayé très large, hein, que ce soit les bouquins, que ce soit les expériences personnelles, le développement de mes capacités, mais aussi tout ce qui était interview, rencontres, conférences. Donc j'ai vraiment balayé très large pour avoir vraiment une panoplie d'outils en fait pour pouvoir ensuite me développer, me chercher également. Et l'histoire, ça m'a un petit peu aussi conforté dans l'idée que on a tous une histoire commune, hein, une histoire qu'on connaît à travers nos livres, mais il y a une histoire qu'on nous dit pas, une histoire qui commence à être petit à petit révélée. On a notamment les bâtisseurs de l'ancien monde, hein, qui commencent à être un peu connus aujourd'hui. Je les ai rencontrés, Patrice qui Bouillard, font un ouais. travail, ouais, qui font un travail formidable et qui permettent de remettre en question un peu notre histoire commune. Et je trouve ça intéressant, tu vois. C'est vraiment des développements qui se font au fil du temps et il y a toujours des choses à découvrir, quoi. Bah, c'est vrai que dans notre cursus, enfin, moi en tout cas en France, dans notre cursus scolaire, éducatif, c'est très européano-centré, je dirais. Bien que ça a un petit peu Mm. évolué, mais c'est très centré sur une histoire, disons, très linéaire finalement. Et ce qu'on se rend Ouais. compte avec les bâtisseurs de l'Ancien Monde notamment, c'est qu'il y a eu des civilisations avant, je dirais avant les civilisations égyptiennes, grecques, etc., qui ont eu des merveilles, en fait, qui ont eu un fonctionnement intéressant, qui ont eu des connaissances aussi impressionnantes. Et c'est ça que ça nous remet aussi peut-être dans une histoire plus longue, plus ancienne. Voilà. Mm. Tout à fait. Et on n'est pas au bout de nos surprises puisqu'on découvre tous les ans de nouvelles architectures, de nouveaux bâtiments, des pyramides dans le monde entier. En Europe, il y a encore quelques années, on disait non, on n'a pas de pyramides en Europe, et finalement, on en a dans tous les pays de l'Union européenne, et notamment les plus grandes qui sont en Bosnie, qui sont maintenant visitables, hein, tous les ans. Donc, on est vraiment au tout début, hein, aux prémices d'une nouvelle histoire commune. Et je pense que la spiritualité, hein, c'est notre 21e siècle, hein, comme on le dit. Euh, voilà, c'est vraiment, comme on dit, hein, l'apocalypse n'est pas la fin du monde, mais bien la révélation. Et on est vraiment aux prémices de ces révélations qui commencent à toucher de plus en plus de monde et même des gens extrêmement fermés et pas prêts à accepter tout cela.
Oui, je pense que c'est par palier, on est plus ou moins ouvert évidemment. Mais comme tu disais, je sens que dès que tu as ouvert la porte, tu es allé chercher partout sans te limiter dans ton champ de recherche, Mmh. quoi. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, on nous dit souvent: «Spécialisez-vous dans un domaine et évitez de vous écarter», mais pour moi, c'est pas la bonne solution puisque on se ferme des portes. Alors qu'en fait, en allant chercher une information dans un domaine, ça peut complémentariser un peu, tout ce qu'on connaît à côté. C'est-à-dire que, imaginons que je développe mes capacités d'énergéticien et à côté que j'apprends qu'on peut utiliser l'astrologie, on peut utiliser la numérologie, la couleur, tout ça. En fait, ça on peut regrouper tout ça dans un même panier et ensuite proposer aux personnes des soins de qualité et très complets et pas juste, un soin en particulier. Ah, bien sûr, hein, ça dépend de chacun. Chacun développe, ce qu'il a envie de développer, hein. Mais cette richesse, pour moi, permet de d'aller à la, comment dire? De finaliser un soin. Une personne qui va avoir juste un soin énergétique, bah, tu vas pas forcément rentrer dans son chemin de vie, tu vas pas forcément rentrer dans ses vies antérieures, dans ses schémas de pensée, dans c'est très vaste, en fait, hein, et un soin énergétique tout simple, pour moi, n'est pas suffisant, tu vois? Alors là, tu évoques la notion de sang énergétique et puis aussi de l'être humain qui est vaste. Alors, justement, à quel moment toi tu t'es dit vraiment, enfin, je pense que tu me l'as dit à travers cette expérience à 15-16 ans, un choc émotionnel qui t'a donné cette vision, mais à quel moment tu te dis vraiment, l'être humain c'est plus qu'un corps physique, quoi, en fait. Il y a le corps physique, mais il y a peut-être vraiment beaucoup plus vaste, hein. Alors oui, en effet, ce n'est pas à 15 ans que je me suis dit cela. C'est quelques années après, je pense, vers mes 18 ans, où dans les livres, on racontait beaucoup d'expériences ou de comment ressentir l'énergie, et cetera. Alors moi, c'était vraiment quelque chose d'un peu, dépassé. Enfin, j'étais vraiment très loin de ça à l'époque, hein. Et j'ai commencé à faire des petits exercices pratiques que tout le monde connaît. C'est vraiment cette sensation de rapprochement des mains, d'éloignement des mains, et cetera, et cette empathie aussi avec les personnes, cette sensibilité qu'on peut avoir. Et en faisant cela, j'ai commencé à découvrir des sensations qui m'étaient totalement inconnues. Des sensations de fraîcheur, de réchauffement, des picotements, des sortes de tourbillons au sein des mains, qu'on appelle après les vortex énergétiques des chakras des mains. Enfin, c'est très vaste. Et toutes ces sensations, je les ai développées. Je me suis exercé tous les jours, petit à petit. Je l'ai fait après avec des minéraux. Donc, j'ai travaillé avec les pierres pour voir comment je pouvais les ressentir. Parce qu'un petit minéral d'une couleur peut me donner une sensation qu'une autre ne peut pas me donner, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, OK, on n'a pas que notre corps physique, on a aussi un corps subtil ou plusieurs corps subtils. Et après, bon, ce sont toutes les expériences que j'ai vécues qui m'ont permis de visualiser, de voir des choses ou de les ressentir. Alors, tu parles de sensibilité, je crois que c'est la clé, hein. C'est la clé de ces fameuses capacités dont on parlait. Toi, comment elles se sont, tu parlais d'un développement, d'une discipline même. C'est vrai que très souvent, on entend des personnes qui ont dès la naissance, quelque sorte, ces capacités qui sont ouvertes. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement, si on ne les a pas à la naissance, on n'a pas ce don, hein. Ce mot de don, c'est vrai, me parle, moi, difficilement. Je parle plus de capacité Mmh. aussi. Mmh. Euh, Ces capacités, finalement, tout le monde peut les développer. Est-ce que tu es d'accord, hein? Ah oui, totalement. Et tu as raison de le souligner qu'on ne parle pas de don. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société qu'on connaît, de nombreux thérapeutes, et même dans les livres, hein, ou dans les conférences, on entend oui, j'ai le don de. Mais non, parce que si tu as le don, c'est que tu es unique et tu es le seul à le posséder. Alors qu'en fait, nous avons tous nos capacités qu'on développe à juste titre, hein, comme tu le disais, à différentes étapes de notre vie. On a bien entendu, hein, ils le développent à leur naissance, dans les premiers âges de la vie, avec une sorte de clairvoyance, hein. Mais il y en a qui le développent bien plus tard, suite à un choc émotionnel, suite à des séparations, suite à des rencontres ou des expériences. Parfois même, certains le développent à 50 ans. Euh, Tout le monde, mais vraiment tout le monde, possède des capacités plus ou moins développées en fonction du chemin de vie. Par exemple, quelqu'un qui a décidé de s'incarner à l'heure actuelle, entre guillemets, hein, sur Terre, en se disant, OK, je serai un thérapeute de l'âme, bah, il n'aura pas forcément la capacité d'être voyant ou d'avoir des capacités d'intuition, mais peut-être plus de thérapie au niveau énergétique. Et il peut les avoir, ces capacités, mais il ne va pas forcément les développer au maximum. Bah, pour tout le monde, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Le premier réflexe, c'est de poser ses mains sur l'endroit où on souffre. Et pour moi, c'est le premier signe qu'on a tous nos capacités.
Il y en a bien entendu hein, qui vont ressentir les choses, d'autres pas du tout, mais il ne faut pas se frustrer par rapport à ça. Il faut laisser les choses se faire. Des fois, ça prend des années, des fois, il y en a qui le développeront pas du tout, mais parce que ça ne fait pas partie de leur chemin de vie. Ils ont autre chose à faire dans leur vie. Et ces personnes sont souvent pas du tout dans la spiritualité. Mais voilà, cette sensibilité se développe et il y en a des fois qui vont le développer bien plus tard. Mais il ne faut pas se frustrer et c'est libre à chacun en fait. On a notre libre arbitre. Alors, tu parles de chemin de vie. Ça implique qu'on ait peut-être qu'on a un chemin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de toi, ton rapport à cette notion de chemin de vie? Alors au début, c'était très flou. Quand j'ai commencé, je comprenais pas trop. Je me posais beaucoup de questions déjà sur l'univers, sur l'aspect un peu infini des choses. Et je me suis dit, est-ce que notre âme a la possibilité de vivre d'autres expériences avant, mais aussi après? Donc là, ça touche en effet là, tout ce qui est vie antérieure, les vies dans le futur. Et le chemin de vie, pour moi, ça rassemble le tout. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, oui, tu as un chemin de vie de thérapeute, tu as un chemin de vie de musicien. Mais c'est un chemin qu'on va développer et qu'on a souvent choisi avant de venir. Par exemple, avant de venir sur Terre, imaginons, toi, Rémi, ton guide te dit, écoute, tu as telle chose à développer pour continuer ton évolution. Est-ce que tu serais prêt à devenir, par exemple, musicien pour pouvoir développer ta sensibilité et toucher un maximum de gens? Donc, il y aura un impact pour toi, mais il y aura aussi un impact pour les autres. Et ce chemin, donc, tu vas le valider ou pas. Et en le validant, tu vas pouvoir ensuite t'engager dans un chemin de vie avec des choix. Par exemple, tu vas choisir la famille dans laquelle tu souhaites t'incarner, qui t'apportera tous les bienfaits, enfin, tout ce qui te permettra de développer tes capacités et de t'épanouir. Il ne faut pas se frustrer. J'entends déjà des gens qui vont te dire oui, mais moi, ma famille, je ne m'entends pas bien, j'ai plein de problèmes, c'est quoi mon chemin de vie, etc. Ça, j'en ai déjà entendu. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ces gens-là ont besoin d'apprendre le pardon, ont besoin d'apprendre la tolérance, l'ouverture d'esprit. Peut-être même ont besoin de vivre une situation conflictuelle pour pouvoir ensuite apaiser la situation. Et c'est pour ça qu'il faut savoir apaiser notre esprit dans chaque situation et accepter tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Car tout ce qui nous arrive en positif ou en négatif est juste. Alors, bien entendu, on a notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a la capacité de changer notre chemin de vie de manière très succincte parce que on ne peut pas modifier l'ensemble de notre chemin de vie, sauf si, bien sûr, le suicide commence à prendre place dans notre vie, mais notre chemin de vie il est déjà tracé dans les grandes lignes. Les grandes personnes, nos situations de couple, familiales sont déjà tracées. Notre métier aussi. Mais par contre, par exemple, les personnes que tu vas rencontrer demain, c'est pas forcément des gens qui étaient prévus, mais qui vont t'aider dans ton chemin. Et ça, c'est un peu aussi ton libre arbitre. Si demain tu dis oh il flotte, j'ai pas envie de sortir, bon bah peut-être que tu vas refuser une rencontre dans la rue que tu aurais pu faire le lendemain et qui t'aurait permis d'avancer plus vite sur ton chemin. Oui, alors moi alors, je retiens deux choses de ce que tu dis. La première chose, c'est la notion de responsabilité. En fait, on prend tout, hein, quel que soit que ce soit bien, mal, finalement, les événements qu'on les ait bien vécus, mal vécus, tout notre passé, on prend tout dans son entièreté et on en fait quelque chose pour aller de l'avant. C'est ça que je retiens, moi, qui est très important. Et c'est finalement que ça soit quelque part quelque chose qui nous pèse ou quelque chose qui nous rend léger, on va l'utiliser pour créer notre réalité, quoi, pour créer peut-être une nouvelle réalité si elle ne nous plaît pas, hein. Mais ça, moi, je trouve ça génial d'avoir cette idée qu'on peut utiliser en fait, le compost quoi, hein, pour faire sa réalité et qu'on part tout de là où on est chacun. Bien sûr, évidemment, on n'est pas tous dans la même famille, dans les mêmes conditions culturelles, sociales, politiques, etc., etc. Mais quoi que soit notre condition, on prend ça et on en fait quelque chose en fait de positif, hein, si on peut dire. Ouais. C'est ça, on a notre liberté en fait, hein. Beaucoup de gens se disent oui, mes guides m'ont dit qu'il fallait que je fasse ça. Bah non, pas vraiment. On va te donner des conseils, on va te dire, OK, pour arriver à ton but, tu peux parvenir en passant par là. Mais on t'oblige pas, on te juge pas par rapport à ce que tu fais. On va juste te laisser aller. C'est ce qu'on appelle vraiment le libre arbitre. On te laisse faire ce que tu dois faire. On va te guider, on va te donner des informations, des intuitions, mais on va pas te forcer à faire quelque chose. C'est toi déjà qui te donne cette mission que tu peux suivre ou pas, hein.
Mais c'est vraiment cette liberté. Beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas libre, qu'on est un peu comme si on était des marionnettes. Mais pour moi, ça ne résonne pas juste. On n'est pas des marionnettes, ou alors, bien sûr, il y a un immense plan, entre guillemets, divin, qui fait que tout doit suivre telle route pour advenir à tel événement. Mais c'est pas vraiment juste parce que c'est pas comme ça qu'on peut évoluer. Voilà. Oui, puis en plus, c'est vrai que quand on voit, c'est vrai aujourd'hui l'accès à la connaissance, qui est énorme, hein, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile. Bon, en France, nous on est en France en plus, alors on a accès effectivement à plein de choses, quoi, hein. Tu parlais Mm. déjà de conférences il y a un petit moment, mais qui sont toujours aujourd'hui conférences en ligne, conférences X, Y, Z. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès aujourd'hui. Je pense que tout le monde a accès d'une façon ou d'une autre, et donc on peut aller beaucoup plus vite, je dirais, dans la connaissance de soi aussi. C'est ça. Après, il faut rester très prudent parce que sur Internet, il y a de tout. Il y a des gens qui sont extrêmement bien spécialisés, qui ont un parcours enrichissant et qui ont beaucoup de choses à raconter d'intéressant. Et puis, il y en a d'autres qui s'aventurent dans ce domaine, qui n'ont pas toujours des capacités et qui vont te raconter un peu de la merde, hein, si je peux me permettre. Et c'est ça le danger de l'Internet, c'est qu'il y a il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Et aujourd'hui, les gens sont extrêmement naïfs. On est dans une société de naïveté où les gens se fient beaucoup à ce qu'on voit à la télévision, à ce qu'on entend. Et malheureusement, les gens n'ont plus de libre arbitre, n'ont plus de cette liberté de conscience, de pensée, Et qui esprit fait que, critique, quoi. comment? L'esprit critique est très important, quoi. Parce que plus Voilà, on est dans l'immédiat, je pense que plus on est, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où plus on est dans l'immédiateté, l'instantanéité, moins on a de recul sur les événements, évidemment. Et donc, d'où l'importance d'avoir un esprit critique. Et puis, c'est vrai que si on regarde 4 heures des chaînes de télé en direct qui passent en boucle les mêmes images, la même chose, notre psychisme aussi est habitué à la répétition. Donc, va avoir tendance à favoriser ce qui est répété, quoi, hein, comme une vérité, c'est quoi. ça. Ouais. C'est une drogue en fait. La télévision, les informations, ce sont des drogues qu'on prend tous les jours inconsciemment et sans s'en rendre compte. On se dit, ah, on va allumer la télé, on va regarder les informations, c'est intéressant. Mais c'est intéressant pourquoi? Juste pour notre mental, peut-être pour notre ego aussi, hein, ou notre peur aussi. Les peurs se nourrissent de ça. Souvent, on dit, il y a une histoire, ou une légende, hein, il y a deux loups face à toi. Il y a le loup qui est positif, gentil, etc. Il y a le loup négatif. Bah, quel loup souhaites-tu nourrir en premier? Et ensuite, tu vois les conséquences. Oui. Ça me rappelle, moi, à l'adolescence, c'est vrai que j'étais euh, très, très, très dans l'idée de changer le monde aussi. Et donc, je regardais l'information tous les jours, hein. Je revenais, la première chose que je faisais en venant du lycée, c'était mettre l'information. J'étais à fond dans tout ce qui était effectivement le spectacle politique, tout ce qui peut se passer. Et je me souviens maintenant avec du recul que finalement, l'intention que j'avais quand je faisais ça, c'était de voir finalement que le changement allait venir de l'extérieur de moi, en fait. Je voulais voir le changement, quelqu'un qui allait changer tout, quoi, qui allait bouleverser la donne. Et c'est là que bon, c'est là que la politique intervient. On attend toujours que quelqu'un d'autre change les choses, quoi, hein. Mhm. Et effectivement, à travers mes expériences, on peut dire aussi des chocs, hein, des chocs pour le coup. Je suis retourné à moi-même. Je me dis, ça se passe avec moi-même. C'est moi qui vais changer pour moi, et c'est le monde qui change à travers moi, quoi, hein. Et c'est vraiment cette vision-là qui est apparue, et ça a totalement changé mes comportements aussi, en fait, hein. Mais on le voit aujourd'hui, hein, les gens évoluent et changent eux-mêmes. Ils n'ont plus toujours besoin d'un intermédiaire pour évoluer. Et ça, enfin, moi, je le recommande vraiment aux personnes, c'est de ne pas suivre une personne ou suivre un enseignement, mais vraiment faire sa propre tambouille, en fait, avec ses propres ingrédients, etc., et pour pouvoir évoluer soi-même. Et surtout qu'en France, c'est vrai qu'en France, je me rends compte maintenant qu'il y a des gens qui ont été partout dans le monde, des Français qui ont voyagé partout dans le monde, c'est une richesse, on a des enseignements qui viennent de partout, hein. Comme tu dis, ça peut être aussi bien que de se perdre, en fait, très facilement se perdre, c'est vrai. Parce qu'il y a une multitude du coup de techniques, de développement personnel, spirituel, de rituels, de religion, de spiritualité aussi, de mouvements spirituels. Et donc il y a de tout, ça c'est vrai. Et en même temps, c'est une énorme richesse, parce que comme tu dis, celui qui est dans le discernement, qui se pose toujours des questions, qui reste libre et qui ne s'enferme pas dans un outil, il va pouvoir avoir accès à tellement de choses. Tandis que même aujourd'hui, je vois dans les pays d'Europe de l'Est qui sont plus traditionnels dans le sens où pour eux, bon, il y a le côté religieux qui est plus présent, mais même pour ceux qui sont dans le mouvement spirituel, ils sont plus dans des maîtres, où il y a une notion de disciple et de maître, hein, qui est très présent encore dans les pays d'Europe de l'Est, la Russie ou dans des pays aussi asiatiques, ou l'Inde. Tandis que nous, on est dans cette liberté vraiment de dire maintenant, chacun prend sa responsabilité de maître. Et toi, comment tu l'as, si tu as déjà peut-être voyagé aussi, comment tu le ressens?
Oui, c'est un peu ça. Il y a les 2 facettes, hein. Il y a le côté occident et le côté, de l'Orient. Bon, j'ai déjà fait pas mal de voyages, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou dans d'autres pays, d'Europe. Je pense que chaque société a façonné un peu le monde dans lequel ils vivaient, hein. Si tu vas en Roumanie avec les popes, les «prêtres» entre guillemets orthodoxes là-bas, bah, tu auras pas la même éducation, la même façon de voir la chose qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Et, et bon, il y a cette diversité qui est intéressante, mais il faut pas s'en limiter. C'est important de les découvrir, hein, s'enrichir culturellement, mais de pas rester bloqué. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, même en France, hein, quand tu vas dans des salons de bien-être, etc., on te parle beaucoup de formation, on te parle beaucoup de théorie, et c'est dommage parce que bon, c'est pas mon attrait, mais le Reiki, par exemple, le Reiki qui est extrêmement connu dans le monde entier et beaucoup en France ces temps-ci. Beaucoup de gens te disent, OK, on te propose 3 paliers de Reiki, voire plus, et tu verras, tu pourras former les gens, tu pourras pratiquer. Bah, le Reiki, pas forcément, parce que ça veut dire que tu suis un protocole. Et moi, mes enseignements que j'ai reçus de là-haut, enfin là-haut à côté, on m'a dit, non, ne suis pas de protocole. Ce n'est pas bien. Parce que si tu suis un protocole, tu ne seras pas à l'aise dans ce que tu vas faire. Bon, bien sûr, chaque personne voit les choses différemment, et ça, il faut le respecter. Mais si tu suis un protocole, tu n'es pas libre. Et donc, du coup, tu ne peux pas vraiment t'épanouir dans ce que tu fais. Et pour moi, la plupart du temps, on ne peut pas se former à être médium, on ne peut pas se former à être voyant, on ne peut pas se former à être thérapeute. On doit juste laisser les choses venir à soi, les expérimenter et ensuite les pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'on développe nos capacités et qu'on voit qu'on peut proposer telle pratique, etc. Tu vois? Oui, je te rejoins. Alors moi, c'est vrai que j'ai un parcours aussi beaucoup d'autodidacte, hein, surtout en ce qui concerne la médiumnité, voilà, en ce qui concerne le magnétisme, etc. Mais en même temps, je ressens que, bon, déjà, il y a beaucoup de peur vis-à-vis de l'invisible, vis-à-vis de la médiumnité. Mm. Et c'est vrai qu'à juste titre aussi, parce que toutes les expériences liées à l'invisible ne sont pas positives. C'est vrai que on parle beaucoup aussi de protection énergétique, on parle beaucoup de l'ombre et la lumière. C'est vrai qu'on est dans un monde de dualité aussi. Donc je comprends les gens aussi qui ont envie de se cadrer, disons, de faire quelque chose de bien carré, qui est un petit peu reconnu. Et il y a ceux qui sont un peu plus punchy, hein. Il y a ceux qui sont un peu plus peut-être, j'allais dire tank, hein, pour dire, qui vont aller un petit peu comme des précurseurs et qui vont pas avoir besoin en fait ils vont y aller quoi, ils vont y aller de toute façon, quoi qu'on en Mm. dise quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai vécu d'expériences du coup qui étaient très très enrichissantes, mais qui n'étaient pas toujours confortables, parce que tout seul on n'a Mm. pas le soutien de quelqu'un d'extérieur pour se faire un recul aussi par rapport à ces expériences, hein. Ah, Ouais. ouais, tu as abordé un sujet qui est très intéressant et qui mérite d'être expliqué. Tout ce qui est protection, peur et expérience un peu négative, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. D'abord, la protection. On entend beaucoup, oui, il faut se protéger, etc. Oui et non. Oui, il faut se protéger parce qu'en effet, il y a des énergies qui sont pas forcément bonnes pour soi, pour nos énergies propres, ou même pour l'environnement dans lequel on est. Et donc, il est possible, en effet, par exemple, hein, de prier, de mettre des bougies, de faire une sorte de protocole personnel qui peut t'apporter une sérénité et une légère protection. Mais après, il faut se dire une chose. Si en face de toi, tu as quelqu'un d'agressif dans le physique, est-ce que tu vas, même dans l'au-delà, hein, est-ce que tu vas réagir en prenant un bouclier et une épée en disant moi aussi je suis prêt à me battre, donc tu es dans une situation de conflit et de peur, ou bien tu dis ok, toi, tu es dans l'agressivité, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance, un mal-être? Est-ce que moi, j'ai besoin de me battre avec toi? Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans le conflit, dans le combat. Et même dans la rue, hein, tu as quelqu'un qui est agressif face à toi, ta première réaction naturelle, c'est d'être dans l'agressivité. Mais si tu laisses les choses à plat et tu dis, OK, non, je rentre pas dans l'agressivité, je t'écoute, et ensuite, je vois ce que je peux faire pour t'aider. Et là, tu vois que les choses sont différentes. Et dans l'au-delà, c'est pareil. Enfin, dans l'au-delà, dans les dimensions parallèles, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as une entité plus ou moins négative qui vient à t'apporter pendant une séance. Tu vas lui dire, OK, toi, mon coco, tu es là pourquoi? Est-ce que tu es là pour me faire du mal ou tu es là parce que tu as un besoin, quelque chose? Et là, si tu lui réponds avec beaucoup d'amour, tu verras que son énergie va changer et elle ne sera pas forcément attirée. Et il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon où tu es un peu comme un phare dans la nuit. Donc le phare dans la nuit, il va éclairer et il va attirer tous les bateaux, donc un peu toutes les âmes un peu égarées. Mais aussi la lumière, comme quand tu te balades dans une cave, il fait très noir, tu vas avoir une torche avec toi. Et le sombre, l'ombre va prendre de la place et la lumière va s'éteindre petit à petit.
Il y a vraiment beaucoup de façons de voir les choses. Et aujourd'hui, certes, il faut se protéger, mais il faut le faire consciemment et pas de manière, oui, c'est un Oui, combat, il ne faut c'est pas voilà, l'obsession ou la surprotection, parce que le danger après, c'est d'attirer les situations en fait qui correspondent à cette vision du monde, quoi. Hein. c'est De ça. toute façon, Et c'est clair que. encore, Ouais. et encore, ce que je sais aussi, c'est que ah, du coup, tu m'as perdu. Ah oui, si c'est bon. Ce qui se passe aussi, c'est que la plupart, voire la majorité des énergies négatives qui t'entourent sont créées par toi-même, sont créées par tes formes pensées, par l'énergie que tu vas dégager. Beaucoup de gens vont se dire ouais, je suis plein d'énergie négative, je les ressens. Non. Enfin, oui, tu peux les ressentir, mais en fait, c'est toi qui es le propre producteur de ces énergies et pas forcément la personne qui va venir te voir ou la situation en tant que telle. Et donc, il faut faire très attention. Pour moi, il n'y a pas de monde obscur. Il y a juste des énergies plus ou moins agréables et des Oui, énergies. c'est-à-dire que. Ces Voilà, énergies par rapport à nous, notre niveau aussi j'allais dire de fréquence, de vibration, je sais pas quel mot on peut utiliser, mais par rapport à notre monde aussi, notre vécu en fait, par rapport aux émotions qui nous traversent, que ce soit des émotions positives, la joie, la paix, la sérénité ou la colère, la haine, euh, etc., etc. Mais c'est vrai que ça, totalement, et je pense qu'en plus, quand on se connecte, je dirais, plus haut, on ressent bien cette lumière aussi, cette vibration, quand on change de fréquence, et on se sent, comme tu disais, un phare dans la nuit. On peut être au milieu du chaos et se sentir très très bien. Hein. Ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est facile à atteindre comme état. Ça demande une discipline. Tu parlais de discipline tout à l'heure. Et c'est vrai que très souvent dans le cheminement spirituel, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail, ça vient tout seul. Alors qu'en fait, en vérité, c'est un peu comme tout, j'allais dire, ça demande des efforts, des recherches, de l'implication, de l'engagement, du temps. Et ça, c'est important de le souligner, je pense aussi. oui, c'est notre propre évolution. C'est quelqu'un qui veut être musclé dès le lendemain, il ne peut pas. Il faut qu'il fasse du sport pendant un certain temps pour être musclé. Bah, c'est pareil. La spiritualité, ça peut s'apprendre ou ça peut être inné, mais ça se développe. Ça n'arrive pas forcément toujours en un claquement de doigts comme on peut le penser. Alors, tu parles de spiritualité. Euh, Moi, je dirais qu'on est des êtres spirituels de toute façon, parce qu'on est esprit. Donc, tout le monde est quelque part dans un monde qui est spirituel. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de, c'est OK. Mais je comprends bien quand tu utilises le terme de spiritualité que tu évoques finalement tout ce que nous, ce qui nous évoque une vie intérieure. Quoi. Qu'est-ce qui nous amène vers une connaissance de soi, une vie intérieure, dans le sens de l'intériorité. Euh, Parce que je pense qu'aujourd'hui, le terme de spiritualité aussi, on peut l'impression que c'est un monde quelque part à part, c'est une catégorie, alors qu'en fait, on est Mm. tous des êtres spirituels, quoi. Bien sûr, c'est un peu comme l'écologie. Aujourd'hui, on voit de nombreux mouvements écologistes ou de partis politiques écologistes, alors qu'en fait, à l'origine, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que les êtres étaient déjà écologistes par eux-mêmes. Et ben, la spiritualité, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir de mouvement spirituel, de parti spirituel. On est tous dans cette énergie universelle de spiritualité, de philosophie de vie, où un peu apprends à te connaître pour pouvoir ensuite connaître l'ensemble du reste des dimensions qui nous entourent. Et en effet, à juste titre, tu le dis, la spiritualité, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe d'abord la connaissance de soi, comment se développe son âme, etc. Enfin, c'est très large. Hein. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui nous entoure, les dimensions, les soins. Enfin, c'est très large en fait. Et aujourd'hui, Mm. on a tendance à le séparer et à le mettre de côté. Et c'est dommage. Pour revenir sur ton parcours, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, donc tu as 15-16 ans. À quel moment, du coup, ça commence à vraiment dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, tu pratiques des soins énergétiques, tu vas pouvoir nous en parler juste après. Mais à quel moment ça commence vraiment, disons, à prendre une dimension, je dirais, intégrale, quoi. Hein. Il n'y a pas de période phare où ça s'est vraiment développé. Ça a vraiment été de manière très lente et en même temps rapide. Je pense que dans la vingtaine d'années, 21, 20, 21, ouais, 21, 22 ans à peu près, j'ai eu des expériences intéressantes qui m'ont vraiment permis d'avancer. J'ai eu aussi beaucoup de communication avec ce qu'on appelle les guides, hein, mais les noms, c'est facile d'en donner, hein, les anges, les guides, tout ça, on s'en fiche. En fait, c'est juste des énergies qui sont là, qui nous entourent et qui peuvent nous aider à avancer. Et j'ai beaucoup appris pour permettre d'avancer davantage dans ma vie, comprendre des blocages, comprendre pourquoi j'avais eu telle épreuve. Et ensuite, bah voilà, j'ai avancé, on m'a révélé certaines choses, on m'a dit des fois que j'avais des capacités pour voir certaines choses, voire même des décédés parfois, et j'y croyais pas trop. Et
par l'expérience, après, j'ai commencé à voir des choses, à ressentir des choses. Mais c'était très progressif. Il n'y a pas de période phare. D'accord. Oui, c'est vraiment, tu parles d'expérience, ça c'est vraiment le cœur en fait du sujet. Aujourd'hui, on est tous en recherche, je pense, enfin, tous ceux qui ont, en tout cas, de plus en plus en recherche d'expérience. Et certes, la théorie c'est important, mais on est quand même de plus en... J'ai l'impression que, je sais pas si c'est, tu me diras ce que tu en penses, si c'est des énergies du moment ou l'évolution de l'humanité qui s'accélère, mais on met de plus en plus en avant le fait d'expérimenter, de s'expérimenter soi-même, j'ai presque envie de dire, et de moins en moins de lire ou de revenir un peu moins à la lecture, quoi, ou peut-être moins, je dirais, la chose un petit peu théorique, abstraite. Oui, oui, tout à fait. En fait, depuis déjà, on en parle beaucoup, hein, depuis les années 2010, quand il y a eu cet changement d'ère du Verseau, enfin de l'ère des poissons vers l'ère du Verseau avec la révélation et un 21e siècle qui est spirituel, on rencontre de nombreuses personnes, même de jeunes enfants, qui commencent à développer des capacités et de plus en plus, même les rayons ésotériques spirituels se développent dans les magasins et on se rend compte que les gens commencent à expérimenter, à rencontrer, à vivre des choses incroyables. Même des fois, juste en vivant notre vie quotidienne, on a une intuition débordante. On a, enfin, voilà, il se passe beaucoup de choses dans notre Ouais. vie qui fait que petit à petit, on se pose des questions, on se dit, OK, il se passe des choses bizarres. euh, il existe peut-être d'autres choses. Tu vois. Et toi, donc Donc, du coup, tu me parlais de... Avant que tu voulais rajouter quelque chose peut-être? non, c'est Non? pas. Donc toi, aujourd'hui, tu pratiques les soins énergétiques, justement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes outils, de ce que tu fais aujourd'hui en tant que praticien? Oui, alors, je développe beaucoup tout ce qui est thérapie énergétique, même si j'ai des capacités de voyant, même si j'aime pas ce terme, hein, je l'utilise parce que tout le monde peut le comprendre. Alors, de manière synthétique, comment se passe mon soin? Il faut savoir différencier déjà qu'est-ce qu'un magnétiseur, un énergéticien et un guérisseur. Aujourd'hui, les gens ont du mal à faire la différence. Un magnétiseur, c'est quelqu'un qui va utiliser sa propre énergie pour, pas, non pas guérir, mais soulager une personne. Bon, bien sûr, il peut y avoir une guérison, hein, mais c'est souvent propre au domaine médical. Le magnétiseur va vraiment utiliser son énergie et se recharger ensuite. Donc, en utilisant son énergie, il peut s'épuiser. Un énergéticien peut utiliser le magnétisme qu'il possède à travers les cristaux de ferromagnétite qu'il dispose à travers ses chakras des mains, donc au niveau des paumes de la main, mais il va aussi canaliser une énergie qui fait partie de d'autres dimensions. Et cette énergie est un peu inépuisable. On peut l'utiliser pendant plusieurs heures, pour ceux qui peuvent, bien entendu, hein, et la diffuser. Et le magnétisme va agir beaucoup dans le physique, donc tout ce qui est problème de peau, par exemple, mais aussi douleurs musculaires, etc. Alors que un soin énergétique via canalisation va souvent agir dans les corps subtils d'une personne. Et donc travailler au niveau des chakras, enfin des centres énergétiques, des corps subtils, donc corps émotionnel, mental, etc. Le guérisseur, c'est un peu le tout. C'est-à-dire, c'est un magnétiseur et un énergéticien, et il peut parfois être amené à réaliser de ce qu'on appelle des miracles. Alors, bien sûr, il y a l'effet placebo qu'il faut aussi en prendre compte, mais il peut y avoir des fois des moments sympas de guérison et souvent prouvables aussi par la suite par des examens. Le soin, il est très basique, hein, il n'y a pas de protocole. Moi, je le fais par intuition, par canalisation. Je me prépare avant, pendant 45 minutes. Avant chaque soin, je prends vraiment un temps donné pour moi et pour la personne que je vais recevoir. La personne ensuite, elle est mise dans un état de relaxation profonde via des instruments sonores que je possède. Donc, je travaille beaucoup avec les bols en cristal, mais pas que. J'utilise vraiment une gamme complète d'instruments du monde entier et thérapeutiques sur des différentes fréquences. Et ensuite, il y a le soin en tant que tel que j'explique hein, lors d'une séance. Et à la fin, il y a un bilan. Donc ça, c'est vraiment la thérapie de soins. Je fais aussi de la chromothérapie, donc le soin par les couleurs, que je peux expliquer également. Et je fais aussi de la guidance. Depuis plusieurs années, j'ai commencé avec les cartes, donc tout ce qui est cartes oracle, un petit peu les tarots, mais c'est pas ma spécialité. Et en fait, j'ai commencé par les cartes, mais aujourd'hui, je fais beaucoup plus de channeling, donc plus par canalisation qu'avec les cartes. C'est vraiment pour m'aider. Voilà. Et parfois, j'ai des contacts avec des décédés, mais c'est pas H24, hein. Voilà. D'accord. Donc oui, voilà, on sent moyen que... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus comme ça de... Je vais dire de thérapeutes, c'est le terme un peu fourre-tout, thérapeute, mais c'est de thérapeutes, oui, d'accompagnants, qui ont des capacités qui se développent de multitudes de branches.
Et c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas dedans, qui découvrent comme ça va être difficile tout de même de se définir, quoi, parce qu'on se rend compte qu'en fait, nos capacités, bah, il n'y a plus de limite au bout d'un moment, quoi. On peut effectivement en direct percevoir des corps subtils, des auras, travailler avec différents instruments, avec le son, avec la couleur, aller en fait sur plein de plans différents, dans un même soin. Et ça, pour l'expliquer parfois, pour le faire comprendre de façon simple, et pour que tout le monde s'y retrouve, parce qu'il y a énormément de choses aussi qui existent au niveau de la thérapie maintenant. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Non, c'est jamais simple. Et puis, on découvre toujours des nouvelles choses, hein. L'astrologie, les vortex, la géobiologie agit beaucoup aussi, hein. Donc, c'est tellement vaste qu'en fait, après, ça dépend des personnes. Les personnes vont venir te consulter pour X raisons. Donc, tu vas voir, bah voilà, cette personne a tel problème. Donc, déjà, tu vas réfléchir. Est-ce qu'il y a un parcours psychologique à avoir? Est-ce qu'il y a juste un effet de thérapie physique, donc aller voir un médecin ou un spécialiste? Ou bien ça peut être réglé au niveau spirituel, en accompagnement médical, bien entendu, réglé au niveau spirituel pour traiter ce domaine-là. Mais je vais aller chercher un peu partout, sans Totalement. forcément aller raconter à la personne tout ce que j'ai cherché. Mais, mais voilà, je vais lui dire, voilà, votre pathologie, elle peut s'expliquer de telle manière. Est-ce que ça peut vous correspondre? Si oui, alors on va essayer d'aller traiter de manière profonde par le soin, par la thérapie. Voilà. Ah, tu évoques deux choses hyper importantes. La première, c'est la complémentarité entre les différentes médecines. Mm. Effectivement, d'avoir conscience qu'on n'est pas évidemment Dieu tout puissant, j'allais dire, Ouais. et qu'on va intervenir à un certain niveau ou à différents niveaux, mais qu'on n'est pas tout seul effectivement dans le monde de la médecine. Est-ce que toi, tu te définis aussi comme praticien en médecine ou, j'allais dire, quelqu'un qui fait quelque part, même si on n'a pas le droit de te dire dans la médecine, Mm. mais quelqu'un qui fait du soin, voilà, comme tu disais, Mm. ou pas, ou comment tu l'envisages en fait? Alors, en effet, il faut faire extrêmement attention et être très prudent. Alors, j'ai une sœur médecin, donc c'est facile pour moi de faire la différence et de me référer à elle si j'ai besoin. En effet, la médecine conventionnelle, hein, comme tout le monde la connaît, pour moi, c'est une médecine qu'il faut respecter, qu'il faut suivre au mieux, hein, en fonction de nos pathologies, hein, plus ou moins graves. Il faut faire confiance à nos médecins et éventuellement, dans un cas parallèle, aller consulter un thérapeute pour soulager, par exemple, un effet post-opératoire ou bien pour soulager des souffrances au quotidien si les médicaments ne suffisent pas. Alors, bien entendu, les médicaments, ils peuvent avoir un effet placebo, ils peuvent avoir un effet physique, pas toujours, voilà, faut se méfier, mais il faut vraiment faire très attention. Aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes se disent guérisseurs, c'est-à-dire qu'ils guérissent, alors que c'est un terme très tabou aujourd'hui. La guérison se fait souvent sous l'ordre médical ou bien sous forme de miracle, mais voilà, on n'entend pas beaucoup parler. Et pareil, dans les termes qu'on utilise, il faut éviter de parler de patients, parce que ce ne sont pas des patients, ce ne sont pas des clients non plus, ce sont juste des Bah oui, personnes c'est très très qui... compliqué. Moi, Voilà. quand j'ai commencé aussi mon activité de thérapeute, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce vocabulaire et je me retrouvais dans aucun mot. Il fallait vraiment que je me suis tordu l'esprit parce que je ne me sentais pas de recevoir effectivement des patients, c'est pas ça. Parce que effectivement, je ne m'approprie pas le vocabulaire de la médecine officielle, je dirais. Et en même temps, c'est pas des clients non plus parce que je ne me considère pas comme dans un business. Il y a un aspect quand même sacré, hein, Mm. dans ce que l'on fait. Quand on touche à l'énergétique, il y a quand même un aspect sacré. Ouais. Et par rapport à ça, il y a quelque chose de très important, et moi j'ai encore un peu de mal avec. Il y a quelques années, j'ai appris des autres dimensions, souvent, que quand on utilise nos capacités, il ne faut pas le faire par argent, parce qu'on vous le donne, entre guillemets, gratuitement, et il faut pouvoir le faire aussi, le donner gratuitement. Alors, bien entendu, il y a le côté, on donne quelque chose, il y a un échange, il y a un service à avoir. Et c'est une notion très difficile dans la société actuelle où l'argent prime, en fait. Et c'est difficile de se situer parce que comment un thérapeute à temps plein peut vivre sans argent? Et ça devient très compliqué. Alors, il y en a peut-être hein, qui existent, mais Bah, cette moi, avoir notion un d'argent est très patrimoine de difficile. base, je dirais, qui permet de le faire, ce C'est qui est ça, très rare quand même. Faut le dire honnêtement, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de base. c'est ça. Mais c'est pas facile parce qu'en effet, on a envie de servir les gens. C'est notre objectif, hein, c'est de servir l'humanité, entre guillemets. Et donc, on veut le faire avec amour, avec beaucoup de passion. Et si on le fait par argent,
et on se rend compte qu'au final, on ne le fait pas de manière bienfaisante. Et il y a beaucoup de thérapeutes, voire même de voyants, qui le font de manière excessive, en demandant des sommes exorbitantes, et qui souvent, on se rend compte, n'ont plus trop de capacité ou beaucoup moins, quoi. Mais il y a toujours des gens qui les suivent, malheureusement. Oui, c'est vrai que c'est ce rapport à l'argent, tu évoques vraiment un sujet, j'allais dire sensible, parce que c'est très compliqué, quoi. Et c'est vrai que tout le monde fait un peu son bricolage comme il peut. Il y en a qui s'inscrivent totalement d'une démarche de dire, bah, je suis effectivement un professionnel de l'énergétique, voilà, un professionnel de la médecine douce. C'est vrai qu'il y a des diplômes aussi, donc c'est reconnu aussi de plus en Ouais. plus, hein. Donc là, on est un peu encore sur quelque chose de différent, mais et puis il y a ces différentes médecines aussi sur lesquelles parfois le public a du mal à s'y retrouver parce que il y a celles effectivement où il y a des diplômes qui sont versés et puis des diplômes qui ont de la valeur, qui ont vraiment aujourd'hui vraiment qui sont reconnus. Alors, quoi qu'en France, c'est quand même encore, même les médecines douces, des fois un petit peu difficile, mais pour autant, ils ont une valeur parce qu'il y a effectivement un enseignement. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de peu de spirituel, de l'énergétique, qui, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas forcément enseignable dans une école. Et donc là, il n'y a pas de diplôme. Donc forcément, c'est la porte ouverte, je dirais, à la fois à des choses qui peuvent être très libres, très belles, parce que les personnes sont dans le cœur, mais aussi des choses qui sont un petit peu déviantes, puisqu'on va demander des sommes parfois exorbitantes pour des personnes, effectivement, qui n'apportent pas quelque chose qui, je dirais, a cette valeur, quoi, hein. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut recommander aux personnes d'être très vigilantes dans ce milieu, dans ce domaine qui se développe extrêmement vite, d'être très prudent sur les personnes que vous allez consulter, enfin les personnes que vous allez voir en consultation. Il y a des personnes qui sont reconnues, qui ont des capacités incroyables. Moi, j'en ai connu en France des personnes très connues qui sont très bien, hein. Notamment Ethan More, qui est un grand voyant en France. Il y a aussi, enfin, il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Je vais Oui, pas c'est tous les vrai qu'aujourd'hui, il citer. y a beaucoup, beaucoup de bons praticiens, faut le connaître. C'est ça. Mais des fois, j'en ai surpris qui n'avaient pas de capacité et qui s'en sortaient bien avec d'autres personnes. Donc, moi, je les ai testés, je les ai mis un peu dans ma petite tambouille pour voir ce que je pouvais en faire. Et c'était triste de voir que certaines personnes étaient très naïves et les suivaient comme si c'était la télévision. Et c'est Donc, là que tu évoques le deuxième point que je voulais aborder, qui est hyper important par rapport à ce que tu disais, c'est l'éthique. Parce que tu évoques ce recul aussi par rapport à la médecine conventionnelle. Pour toi, c'est très clair dans ta tête. Il y a différents, effectivement, pratiques. Et c'est pas parce que la personne vient te voir que c'est toi qui vas être dans la guérison. Non. Tu c'est ça. l'accompagnes et tu proposes quelque chose en ce sens. Par rapport à tes outils que tu as découverts, qui sont aujourd'hui pas reconnus, malheureusement. Mais c'est Mm. vraiment cette éthique en fait qui est importante et que toi tu as et ça c'est important je pense pour tout le monde en fait d'avoir cette conscience quoi. C'est ça. Bon, déjà, c'est expliqué hein, sur mon site internet. Je vais pas redire ce que j'ai écrit, mais en gros, une personne qui va venir, je vais lui expliquer comment ça fonctionne. Je veux dire que moi, je n'ai pas toutes les capacités. Ce n'est pas en une seule séance que la personne va être soignée ou soulagée de toutes ses douleurs. C'est très long. Par exemple, si je soulage une brûlure, alors ça peut être instantané avec la prière du feu ou X procédé, mais ça peut mettre un certain temps, par exemple des brûlures de la peau, parce que on va peut-être toucher quelque chose d'ancestral d'une vie antérieure ou de lien karmique. Et la souffrance euh, physique peut partir, mais il peut y avoir toujours la blessure émotionnelle, la blessure mentale, et c'est des choses qui ne se font pas en une séance. Et c'est difficile d'aborder avec la personne qui vient te voir et qui pense qu'en une séance, tout est réglé. Et bon, en voyance peut-être, hein, en voyance guidance, la personne va venir, tu peux répondre au maximum à ses questions, mais en soin, c'est pas possible. Un soin ne peut pas être en instantané. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas le contraire, mais ça ne se fait pas en un clic, ça ne se fait pas forcément en une seule séance. Ça demande plusieurs fois, enfin plusieurs séances. C'est une discipline à avoir en fait, hein. Mais je l'explique. Je dis bah voilà, aujourd'hui on peut traiter ça, on peut soulager, essayer de soulager en tout cas ça, mais c'est pas en sortant que vous allez aller mieux. Vous aurez peut-être des effets secondaires liés aux soins, parce que ça va bouger au niveau des énergies, des corps subtils, peut-être au niveau physique aussi, une fatigue, ou, etc. Mais il faudra peut-être un certain temps, peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, et on essaiera de se revoir, etc. Enfin, tu vois, c'est très vaste. Et chaque personne, pardon, aura quelque chose de différent. Voilà. Et c'est vrai qu'on a la sensation, je pense souvent les personnes, ça c'est aussi je pense dans les mentalités, qu'avec le médicament il y a une promesse de résultat. Ouais. Alors on sait que c'est faux, bien sûr on sait que c'est faux. Aujourd'hui on sait que certains médicaments qui sont donnés en excès, il y a eu beaucoup de dénonciations je dirais ces dernières années. On est en train de revenir là-dessus, à dire que le médicament, c'est pas la solution miracle non plus. Il y a peut-être un Mm. excès aussi de médicaments. Voilà, c'est une question importante aussi aujourd'hui qui est soulevée.
Mais les personnes qui viennent pensent parfois, effectivement, tu le dis, que c'est l'énergétique, sous prétexte qu'on parle d'énergie universelle, de divin aussi, d'une notion de transcendance, tout de suite, ça va être le miracle. Et alors qu'en effet, on sait que c'est faux. Les personnes qui sont intéressées au sujet savent qu'il y a un processus d'auto-guérison qui est enclenché chez la personne, que selon la personne, ça va relier à des choses qui sont très très différentes les unes des autres. Tu évoquais la question de lien karmique. Mm. Ça vient d'ailleurs de définir ce que c'est un lien karmique. Ouais. Voilà, c'est vraiment très très vaste finalement au niveau des possibilités, quoi. Oui, oui, c'est extrêmement vaste et même moi, des fois, enfin, je peux m'y perdre parce que une personne qui va venir pour tel problème, bon, bah, tu vas essayer de trouver la solution dans un domaine, mais ça va peut-être toucher un autre domaine et te dire: «Bah, merde, il va peut-être falloir travailler sur le karmique», comme tu le disais et non pas que sur le côté physique de ta vie actuelle et là, tu dis: «Oups, il va falloir travailler sur quelque chose de beaucoup plus profond». Le côté karmique, c'est un sujet très tabou. Ça va toucher en effet, bah, tout ce qui est réincarnation, tout ce qui est vie antérieure avec d'autres personnes que tu as pu côtoyer, avec qui tu vas encore vivre des expériences aujourd'hui. Et c'est mais il y a une belle morale à l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'effet karmique, il est chez toutes les personnes, notamment la notion de pardon. Et il m'est arrivé dans mon passé, et je l'ai déjà enseigné à pas mal de personnes, Heu, quand imaginons une personne X n'arrive pas à pardonner à une personne Y parce qu'elle lui a fait du mal et cetera et dit: «Non, jamais je te pardonnerai pour ce que tu m'as fait, jamais. C'est pas possible parce que tu m'as fait beaucoup trop de mal». Alors, il faut aussi voir ça d'une autre perspective. Imaginons que cette personne qui lui a fait du mal, dans une autre vie, elle a souffert par la première personne qui a souffert. En gros, c'est l'inverse, c'est la situation opposée, mais dans une autre vie. Si toutefois on peut imaginer qu'il y ait d'autres vies, bien entendu, hein. Mais c'est là où c'est intéressant parce que tu dis: «OK, imaginons que face à moi j'ai Rémi qui me fait beaucoup de mal. Mais est-ce que dans la vie passée, c'est pas moi qui ai fait le mal à Rémi et que j'ai quelque chose à apprendre par rapport à ça?» Tu vois? Cette notion de pardon est importante, cette notion de Hmm. compréhension, de Oui, reconnaissance. oui, apprendre, j'allais dire libérer aussi peut-être. Peut-être que c'est. J'ai l'impression moi aussi qu'on a une période où on est prêt à libérer beaucoup plus facilement tout ça. Enfin, c'est propice en fait et on n'est plus aussi forcément. Moi, c'est vrai que la notion de karma me parle. Il n'y a pas de souci, effectivement. Je pense qu'on est relié, mais j'ai atteint aussi un moment donné où je me suis dit, il y a au-delà du karma, il y a quelque chose de collectif aussi qu'on est en train de libérer. Il y a un Mmh. palier qui est en train d'être franchi, quoi. Et on n'est plus du coup dans le répondant par rapport à l'histoire passée. On va guérir effectivement des schémas, des blessures, hein, même si en séance, je le vois, effectivement, ça se présente. Mais on va aussi peut-être simplement ouvrir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Et c'est là qu'aussi, il ne faut pas, à mon avis, être toujours dans le côté négatif où on n'a que des blessures, etc. On voit aussi la spiritualité, c'est aussi ouvrir en fait, hein, vraiment ouvrir cette ouverture qui est incroyable. Et comme tu dis, il y a des cadeaux quoi derrière, hein. Oui, voilà, les vibrations sont vraiment en train de monter. Tout le monde en parle, hein, sur toutes les vidéos. Tu entendras toujours quelqu'un dire: «Oui, les vibrations de la Terre, elles augmentent». Oui, elles augmentent, mais il est important aussi que nous, on augmente parce que si on ne fait pas l'effort de suivre le train, il va avancer et toi, tu seras à la bourre et tu ne pourras plus rattraper. Donc en effet, on sent que les choses évoluent depuis quelques années. Ça bouge beaucoup, même au niveau du climat. Bon, ça peut être en effet lié au réchauffement climatique, mais il y a une certaine vibration, magnétique et cetera qui se met en marche. Mais aussi pour nous. Il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des révélations, il y a des réparations, il y a des choses qui bougent dans nos corps, dans nos vies et tout est en train de bouger. Bien entendu, ce que je sais et l'avenir n'est pas toujours, positif dans les prochaines années, mais il faut avancer non pas avec la peur, mais avec la confiance et la foi. Se dire que tout est juste et que si cette évolution nous amène vers un monde meilleur, alors on a juste à attendre que ça arrive. Alors bien entendu, il y aura des cataclysmes, il y aura des gens qui partiront parce que la vibration sera tellement dense et intense que les gens ne pourront pas résister, et tenir dans cette vibration et donc il y aura des départs volontaires ou involontaires et la terre fera son petit ménage à sa façon, mais tout est juste. Vraiment, tout est juste et il ne faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, on nous instille la peur dans la société, on nous rabâche la peur. Et c'est dommage parce que du coup, on est en train de gangréner un peu notre énergie Dans notre et c'est pouvoir un cercle personnel en vicieux. fait, hein. Notre Oui, voilà. liberté, hein, tout simplement. Oui, et l'ego prend un malin plaisir à prendre sa place aussi dans tout ça. Et L'ego c'est. spirituel ou physique. Oui. Alors, le temps passe, et on pourrait évoquer encore énormément de sujets. On a ouvert des portes, alors c'est bien, on a ouvert plein de portes différentes, c'est génial. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles.
du coup un petit peu de tes voyages, parce que tu me parlais de plusieurs voyages à travers le monde. C'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de l'altérité, quoi, hein. Mm. Et tu nous que des instruments du monde entier, donc je suppose que tu as rencontré ces instruments, peut-être pas en France, peut-être à l'étranger. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un exemple ou voilà, nous conter Alors, bon, j'ai fait plusieurs voyages, dont la plupart des voyages ne se sont pas faits de manière spirituelle. Mais toutefois, le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Arizona, aux États-Unis, où j'ai fait tout l'État d'Arizona et j'ai été notamment à Sedona, la ville spirituelle des États-Unis, où on dit, soi-disant, qu'il y a un vortex, notamment lié au premier chakra, donc le chakra racine, qui est important là-bas au niveau énergétique. Et même sur les panneaux qu'on trouve là-bas sur ces lieux, c'est marqué sur cette colline, il y a des vortex d'énergie. Alors tu te dis aux États-Unis, c'est un peu bizarre, mais c'est intéressant. Et du c'est les coup, États-Unis. voilà, j'ai découvert ces endroits, j'ai marché sur ces endroits. Je n'ai pas forcément ressenti quelque chose, mais j'avais l'impression d'avoir une sorte comme une dimension parallèle qui était à côté de moi, mais sans que j'en ai vraiment conscience. Je ressentais pas forcément une énergie au niveau de Oui, la Terre, mais comme s'il y avait des présences autour de moi qui ne venaient pas d'ici, mais que je n'arrivais pas à définir. d'accord, Alors, ouais, ouais. le lieu où j'ai été, c'était un lieu Intéressant. extrêmement sensible au niveau ufologie, donc genre, voilà, c'est très long à expliquer, mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Pour les instruments de musique, j'en ai acheté qui viennent de d'autres pays du monde, mais je les ai pas achetés lors de mes voyages parce que c'est un peu compliqué pour les Oui, oui, ramener bien sûr. après. Bon, les, les instruments en quartz ou en cristal de roche, je les achète en France via une entreprise qui, pour moi, la plus intéressante et la plus compétente en France, Cristal Vibration. J'en fais un petit peu de pub, mais parce qu'ils sont vraiment très, très Intéressant. bien. Et, voilà. Et je fais aussi un partenariat avec eux et je recommande vraiment de se renseigner auprès d'eux si besoin pour un instrument en cristal, en tout cas. Et après, le reste des instruments, en effet, je touche un peu tout, hein, boîte à tonnerre, bâton de pluie, mais c'est très large. Et on peut le voir un peu. Je fais des vidéos hein, sur ma chaîne YouTube pour J'allais le présenter dire, ouais. mes Ouais. instruments. Je la mettrai sous la Voilà, c'est vidéo et ça. les gens pourront effectivement regarder. C'est impressionnant. Ça vaut le détour. Franchement, moi j'avais vu un appareil aussi tout en cristal. Alors je crois que c'est un cristal de roche aussi, qui s'appelle le xylophone. Oui, magnifique. Ou Voilà, harpe en cristal. harpe en cristal. Voilà, c'est très très impressionnant. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer par rapport à ça. Et des gens comme toi qui diffusent l'information. Et voilà, il y a un champ d'exploration parce que le son, c'est un pouvoir de guérison qui est encore inexploité C'est ça. finalement. En fait, on est un peu dans l'ère du cristal. On parlait souvent des bols tibétains à une certaine époque. Aujourd'hui, on en trouve encore, mais pour moi, c'est un peu l'ère passée. Bien que les tibétains ou népalais ont une énergie efficace hein, sur le corps humain, j'en utilise, hein, même les gongs, etc. Mais les bols en cristal, ça va agir sur l'eau et les cellules de ton corps. Et donc, cette vibration que tu fais sonner ou frapper avec ton bol permet vraiment une diffusion de la longueur d'onde du son à travers le corps physique. Et j'ai eu une expérience quand j'avais 16 ans avec ça, une thérapeute qui m'a fait vibrer son bol, mais j'ai ressenti l'eau de mon corps de la tête aux pieds, mais de manière incroyable. J'avais l'impression d'être un océan de vagues dans mon corps. Et là, j'ai dit, je suis tombé amoureux des bols à ce moment-là, quoi. Donc, cette vibration, je le fais avec les bols. J'utilise des fréquences sonores particulières. Hein, tout le monde connaît 432 Hz, mais il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres que j'utilise vraiment en fonction de la thérapie que j'utilise. Et même dans mes vidéos, hein, j'essaie d'inclure ça petit à petit, mais c'est super intéressant. Et là, pareil, c'est très vaste, quoi. Ah oui, oui. Alors moi du coup, je vais te poser quand même une question, je dirais presque de conclusion. Quelles sont tes espérances aujourd'hui pour l'avenir et tes projets peut-être aussi pour les temps à venir? Alors, les projets, ça va être plus rapide. Les projets, j'en ai plein. Je suis quelqu'un de très créatif, qui a beaucoup d'imagination déjà depuis plusieurs années. Alors au départ, j'avais tous mes soins basiques que tout le monde connaît, hein, chromothérapie, soins thérapeutiques, voyance, guidance maintenant plutôt, médiumnité, etc. Je suis en train de faire donc cette chaîne YouTube que j'ai développée depuis pas longtemps, depuis le confinement, comme quoi le confinement a été très efficace. Et j'ai déjà commencé à préparer de futures vidéos sur des thèmes. Donc je vais développer tout ça avec la technologie, les lumières, etc., les sons. Et je propose également des voyages sonores qu'on peut trouver sur mon site internet, bien entendu. C'est vraiment des voyages thématiques, notamment tout ce qui est voyage chez les Vikings, balade en forêt, Pandora Adventure, qui est vraiment relié au film Avatar, mais
J'utilise des décors thématiques, des bruitages sonores, des bols. Donc, je fais vraiment un mixage de tout pour vraiment le grand plaisir des oreilles, des yeux et de l'imagination aussi, bien entendu, tout en faisant un travail thérapeutique sur les personnes. Et aussi, je développe d'autres projets qui sont en cours de préparation, notamment des aventures en France ou à l'étranger sur des sites sacrés, donc des sites importants, que ce soit au niveau énergétique terrestre, mais aussi ufologique, avec des appareils de mesure. Donc j'ai déjà pas mal de matos pour mener des enquêtes un peu paranormales, donc pour détecter des présences des champs électromagnétiques, parler d'eux et potentiellement libérer ces lieux s'ils en sont d'accord pour pouvoir libérer le lieu et qu'il soit meilleur. Alors, étant donné que je suis passionné d'histoire, tout ce qui est lieu historique, ça me passionne. Ah, Mais super. j'aimerais bien vraiment pousser ces enquêtes sur tout ce qui est ufologique, parce que c'est très intéressant, on va vers ça. Pour les espérances et ce que je souhaite pour l'avenir, pareil, c'est très vaste, je vais essayer de faire court. Le monde actuel est vraiment en transmutation, en transformation tous les jours, que ce soit pour nous-mêmes ou pour la société. Et je pense qu'il faut garder espoir, ne pas avoir peur, qu'il faut vraiment avoir la foi. Et on n'arrête pas de nous le rabâcher, même dans les messages que je reçois, c'est ayez la foi, ayez confiance. Oui, oui, mais c'est dur. Mais c'est vraiment important parce que sans ça, on n'avancera pas et on n'aura pas confiance. Et pour moi, le monde d'après sera magnifique, mais on passera par des moments difficiles encore. Évitons la paranoïa, évitons la peur. Il faut juste qu'on se rassemble, qu'on travaille au niveau local, qu'on s'entraide. J'ai un grand projet de centre de thérapeutes qui se fera à l'avenir, où je rassemblerai des thérapeutes de tous les domaines d'expérience, d'expertise, et les gens qui viendront seront tout de suite mis avec tel thérapeute par rapport à tel problème. Donc c'est vraiment ce côté de rassemblement des forces, des personnes qui sont prêtes à avancer. Et donc, j'ai commencé à faire mon petit réseau dans ce domaine pour pouvoir, voilà, agrandir le cercle et qu'on puisse tous s'entraider.